Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter une réflexion qui est une réflexion toujours en poursuite, hein, donc j'ai commencé à travailler sur des situations au chevet du patient à l'hôpital depuis une vingtaine d'années. Et le petit livre qu'a évoqué Madame Viguier est un peu le fruit d'une réflexion que j'ai souhaité coucher sur le papier dans le sillage de la pandémie qui n'est pas vraiment complètement terminée, mais qui m'a permis de ressaisir un certain nombre d'observations que j'avais accumulées un petit peu au fil du temps. Donc la réflexion en fait que je vais essayer de vous présenter et puis dont j'espère pouvoir discuter avec vous s'intitule effectivement d'une formule qui est empruntée à un ouvrage de philosophie de Joan Tronto qui définit les formes du soin que l'on accorde à autrui, aux vivants, aux autres êtres humains, ses proches ou ses moins proches, à soi-même éventuellement. Donc elle définit les formes du soin en lien avec cette idée de soutien à la vie. Et je vais y revenir, mais c'est vraiment cette idée de soutien à la vie que j'ai souhaité explorer et avoir comme fil directeur en fait pour une réflexion sur la médecine. Alors, peut-être de façon très générale, avant de commencer, ce que je voudrais vous peut-être dire en préambule, c'est que les philosophes de très longue date en Europe s'intéressent à la médecine. Il y a eu à travers les siècles des philosophes médecins, des médecins philosophes. C'est vraiment une tradition qui remonte à l'époque des penseurs et des médecins antiques. Donc, c'est une tradition qui est très ancrée. Et dans la philosophie contemporaine, de cette tradition, on a essentiellement tiré 3 fils directeurs de réflexion ou de questionnement. Une réflexion qui s'intéresse à la médecine en tant que pratique fondée sur la science, donc qui va s'intéresser à la manière dont les gestes médicaux, les décisions d'orientation thérapeutique vont reposer sur un socle scientifique, de connaissances scientifiques. Quelles sont ces connaissances? Quel type de lien de causalité entre une maladie et ses raisons est établi, etc. Donc il y a un abord qu'on qualifie d'épistémologique au sens de théorie de la connaissance. Il y a aussi toute une tradition qui est également très ancienne, hein, qui remonte au corpus hippocratique, de réflexion sur la médecine comme une sorte de porte d'entrée vers l'anthropologie, au sens où elle permettrait de connaître la nature de l'homme, la nature de l'être humain. C'est une tradition qui a oscillé avec le temps dans ses développements, mais qui est toujours présente et en particulier qui permet d'appréhender l'être humain en tant qu'il est doté d'un corps, en tant qu'il est sujet à des maladies et en tant qu'il est mortel. Et puis, il y a une troisième porte d'entrée, je dirais, d'intérêt de la philosophie pour la médecine dans les pratiques contemporaines, dans ses formes de connaissances, dans les enjeux de société qu'elle pose, sur le plan de l'éthique, des normes qui régissent nos vies, à la fois sur un plan législatif, légal, et puis effectivement une expression simplement de préférences, de valeurs, de principes que tout un chacun peut produire en tant que soignant, médecin ou en tant que malade ou proche de malade. Donc moi, c'est plutôt sur ce troisième angle que je m'intéresse à la médecine, même si forcément, je ne suis jamais tellement éloignée des 2 autres portes d'entrée, si je puis dire, parce que quand on s'intéresse aux pratiques médicales, dans la mesure où celles-ci sont extrêmement évolutives et toujours dépendantes d'une connaissance qui évolue, forcément, il faut quand même être un petit peu informé des connaissances sur lesquelles reposent des décisions médicales et que éventuellement, effectivement, ça peut nous ouvrir à des considérations ou à des questionnements sur la nature humaine. En tout cas, dans ce troisième, je dirais, mouvement qui est plutôt intéressé aux normes, aux principes, aux valeurs et donc à la dimension éthique, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, renvoie à un intérêt d'un certain nombre de philosophes ou de médecins qu'ils ont accordé à l'expérience de la maladie,
en tant qu'elle bouleverse le cours de l'existence. Donc ce n'est pas le petit rhume que l'on peut avoir, quoique on ne sait jamais quand on ignore les conséquences d'un petit rhume, mais c'est vraiment voilà, un intérêt centré sur les maladies en tant qu'elles bouleversent le cours ordinaire de l'existence. Et quand je parle de ce bouleversement du cours ordinaire de l'existence, je signifie à la fois effectivement l'événement pathologique en tant que tel, mais aussi le moment où il survient dans la vie de la personne, les soins qu'elle va recevoir ou pas. Donc c'est cet ensemble en fait d'éléments qui m'intéresse et qui va effectivement permettre d'ouvrir en fait un espace de réflexion où finalement la maladie est pensée comme une expérience de type existentiel, provoquant peut-être une appréhension différente du monde, des relations à autrui, du questionnement que l'on peut porter sur sa propre existence. Dans cette perspective-là, en fait, ce que la philosophie peut faire aux côtés à la fois des citoyennes et citoyens et aux côtés des professions médicales, c'est apporter un certain nombre d'outils de réflexion. On n'a pas une position surplombante, on ne vient pas pour dire ce qui devrait être. En tout cas, moi, je ne viens pas pour dire quelle est la norme pour laquelle il faudrait privilégier, mais elle peut aider par ses outils, par son corpus de texte, à formuler un certain nombre de questions, éclairer des réponses possibles et les arguments sur lesquels ces réponses se fondent. Ce travail, en fait, de réflexion philosophique, il peut aussi permettre, à mon sens, de répondre à une question qui nous est aujourd'hui posée, sans doute à nous en tant que corps social, de façon tout à fait drastique, qui est la question de quelle médecine voulons-nous ? Question qui avait été posée par des collègues sociologues au début des années 2000 et qui, donc, effectivement, requiert qu'on y réponde non seulement par des formes de financement du soin, mais aussi par des orientations éthiques sur ce que le projet de la médecine va développer. Alors, dans ce contexte-là, je me suis notamment intéressée à un courant de pensée qu'on appelle en France l'éthique du care. Donc le care, c'est ce terme anglais que l'on traduit le plus souvent par la notion de soin. Mais les collègues philosophes, sociologues ou psychologues qui ont repris à leur compte une réflexion qui s'est élaborée dans les années 1970-1980, d'abord aux États-Unis, ensuite au Canada, l'ont délibérément n'ont pas traduit le terme pour des raisons qui tiennent à des discussions philosophiques sur lesquelles je ne vais pas revenir dans le détail parce que c'est un petit peu interne, je dirais, à la philosophie, mais je tenais à souligner cette notion d'éthique du care pour essayer d'en rappeler les principaux éléments et pourquoi aujourd'hui je trouve que c'est un outil de réflexion, un outil de conceptualisation qui nous permet de poser quels sont pour nous, en tant que société, des enjeux fondamentaux quant à la pratique médicale et aux finalités que la médecine se donne. Alors cette éthique du care, en fait, elle a été forgée par des penseurs qui ont souhaité avant tout souligner par rapport à une philosophie qui était très dominante aux États-Unis dans les années 70 sur le plan moral et politique, qui a tenu à souligner l'interdépendance des êtres humains. Donc, pour le dire de façon un peu grossière et massive, on avait une philosophie politique américaine libérale très dominante avec une vision de l'individu comme individu autonome, capable d'aller de l'avant sans nécessairement être aidé, sujet de droit. Ces philosophes ont au contraire mis l'accent sur les liens d'interdépendance entre les êtres humains. Liens d'interdépendance qui sont évidemment patents au moment de la naissance avec la figure du nouveau-né qui est complètement dépendant du soin prodigué par ses parents, mais lien d'interdépendance que l'on retrouve à différents moments de l'existence. Donc ça, c'est un premier point tout à fait fondamental pour la définition de ce qu'est l'éthique du care. C'est une éthique de la relation qui est vraiment ancrée dans un espace où les êtres humains sont en relation et nouent des relations de dépendance ou d'interdépendance. Le second point important qui a motivé ces penseurs pour développer un courant finalement de réflexion un peu différent de ce qui dominait dans leur paysage théorique, c'est que la philosophie politique et morale, alors aux États-Unis à cette époque, mais de manière très générale, s'intéresse de façon
majoritaire à l'espace public, aux institutions, à l'État, aux cours de justice. Et ce sur quoi, en fait, l'éthique du CAR a souhaité insister, au contraire, c'était des marges de l'espace politique, et notamment tout ce qui relevait de l'espace domestique, ou des espaces qui pouvaient vraiment être finalement hors des projecteurs de la vie politique standard. Donc, l'éthique du CAR s'est intéressée à la manière dont, dans les maisons, dans les foyers, les êtres humains nouaient ces relations d'interdépendance, comment ils prenaient soin des uns des autres, ou pas d'ailleurs. Et petit à petit, un troisième point tout à fait important de cette éthique du CARE a été l'ouverture à l'idée d'un soin du vivant, bien avant que l'on parle, enfin même si dans les années 70 en France on parlait déjà aussi beaucoup de crise environnementale, mais avant que ce soit pleinement thématisé et que ça devienne quelque chose de prédominant dans la réflexion, l'éthique du CARE s'est intéressée à la façon dont les êtres humains se mettent en lien avec des animaux, avec le vivant, avec la planète Terre, et développent finalement une idée de soin du monde. Voilà. Alors, cette éthique du CARE, en fait, elle s'est un petit peu intéressée à des situations médicales, notamment la principale théoricienne qui s'appelle donc Joanne Tronto aux États-Unis dans les années 80, s'est intéressée aux manières dont les personnes atteintes du sida étaient soignées ou pas, prises en charge ou pas, etc. Donc il y a un certain nombre d'exemples comme ça qu'on trouve dans les travaux qui ont été menés et qui ont été développés dans cette éthique en lien avec la médecine et des situations de maladie, mais très clairement, il y avait aussi l'intention très forte de ne pas restreindre l'idée du soin au soin médical. Il y a, avec l'idée qu'il y a 1001 façons de prendre soin des êtres humains et que les circonstances de la maladie ne sont pas les circonstances paradigmatiques, le cas majeur du prendre soin. On prend soin de ses enfants, on prend soin de ses parents, on prend soin de ses élèves, on prend soin de... Voilà, donc il y avait vraiment cette idée d'ouvrir très largement, sans privilège donné particulièrement à la médecine, et sans privilège en particulier donné à une médecine qui se pratiquerait dans l'institution phare qu'est l'hôpital, et avec l'idée au contraire que le soin médical pouvait se déployer dans différents autres endroits, l'espace domestique, sa maison, mais aussi des institutions du type de la maison de retraite ou des EHPAD. Donc il y avait encore cette idée d'une ouverture, si possible, donc réfléchie à la lumière de l'éthique du CARE à différents lieux, différents espaces, différents types de relations. Alors, au-delà de ces points très généraux de caractérisation de ce qu'est l'éthique du CARE, une autre raison qui a retenu mon attention pour essayer dans cette éthique, en fait, c'était la très grande finesse de caractérisation des gestes du soin qu'ont essayé de mettre de développer ces philosophes. Et notamment, elles ont distinguer différents points sur lesquels, à chaque fois qu'on s'intéresse aux soins qui est accordé à quelqu'un, on doit prêter attention. Donc, il y a déjà, en fait, le premier point, c'est est-ce que on reconnaît ou pas un besoin et la nécessité de le satisfaire. Donc, prendre soin, ça commence, pour l'éthique du CARE, par le fait de reconnaître un besoin et la nécessité de le satisfaire. Et évidemment, ça s'oppose aux attitudes de négligence, d'ignorance plus ou moins délibérée, d'indifférence, etc. Le second point auquel ces philosophes invitent à prêter attention, c'est effectivement cette idée que on va assumer la responsabilité. Il y a des personnes, il y a des fonctions, il y a des métiers qui vont assumer la responsabilité de répondre aux besoins qui a été identifié. Troisième point auquel elle prête attention, ou il prête attention, c'est cette idée de décrire les formes du soin, les pratiques du soin. Qu'est-ce que ça veut dire de soigner très concrètement quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un ? Quatrième point auquel l'éthique du CARE prête attention, c'est qu'est-ce qui se passe quand on prend soin de nous ? Comment nous recevons le soin ? Comment y réagissons-nous ? On peut très bien vouloir rejeter le soin, comme l'accepter et le trouver bienvenu. Et puis, un dernier volet a été d'attention de cette éthique du CARE, plus récemment formulée par Joanne Tronto, a été l'idée de
penser non seulement ces gestes du quotidien qui peuvent être faits par des professionnels ou vous et moi, et l'articuler à la dimension politique. Donc là, on retrouve peut-être quelque chose dont l'éthique du CAR avait cherché à s'éloigner un petit peu, mais en fait, dans l'analyse des situations de soins, ce qui a été mis en évidence, c'est aussi la nécessité d'articuler des niveaux qu'on va juger macro, au sens de organisationnel, politique, les politiques de soins, et puis les gestes individuels. Parce que des gestes individuels ne peuvent pas éternellement être reconduits s'ils sont appuyés seulement sur la bonne volonté, le dévouement, la bienveillance. À un moment donné, ils ont besoin d'un cadre pour se déployer, et ce cadre, il est organisé par les politiques. Donc voilà très rapidement brosser un petit peu cette éthique du CARE. Et moi, elle m'a particulièrement intéressée parce que finalement, j'y ai trouvé des éléments pour caractériser ce que j'estime être une évolution de la médecine française dans les 60-70 dernières années. Et si j'ai fait, voilà, et j'ai souhaité en fait dans le petit ouvrage qu'a évoqué Jeanne Viguier, et c'est déployer en fait ces enjeux et les caractériser à partir de l'éthique du CARE. Alors, je vais essayer de décrire rapidement un petit peu ces différents enjeux, et puis je me consacrerai sur 2 d'entre eux, je pense, parce que sinon ça nous amènerait trop loin. Mais la thèse, en fait, ou l'idée principale que je veux défendre, c'est que la médecine en France, même si aujourd'hui elle se trouve dans une situation un petit peu difficile, sur les 70 dernières années, a tendu à incorporer, je dirais, des normes, des principes, des valeurs qui sont assez proches de celles que l'éthique du CARE défend, sans nécessairement se le formuler. En particulier, un sujet me paraît vraiment à mettre en avant, et c'est vraiment celui que j'ai souhaité mettre en avant de façon très continue dans la réflexion proposée par cet ouvrage. Un sujet me semble requérir une attention toute particulière parce qu'il occupe une place centrale, et aujourd'hui plus encore avec le lancement de la conférence citoyenne dans les problématiques de société, et en même temps, donc qui est le sujet de la fin de vie. Et en même temps, quand on parle de fin de vie, on ne pense pas immédiatement aux soins et au prendre soin. Mais ce sujet, en fait, il me semble tout à fait central à mettre en avant dans la réflexion, même si, encore une fois, et en faisant référence au corpus hippocratique, on peut avoir tendance à vouloir le rejeter loin de nous. La médecine, c'est une visée de préserver la bonne santé, de guérir. La vocation par excellence de la médecine, c'est celle de la guérison, et certainement pas celle de prendre en charge, s'occuper, etc., de la fin de vie. Or, aujourd'hui, on est vraiment confronté à cet enjeu-là sur le plan des débats de société. Mais moi, à côté de ces débats de société, ce que je voudrais nous demander, c'est ce que peut signifier l'idée d'un soutien à la vie dans des périodes qui sont décrites comme de fin de vie. Un deuxième point, donc j'y viendrai, mais un deuxième point qui m'a paru particulièrement intéressant de mettre en avant, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans le sillage des procès de Nuremberg, un certain nombre de sociétés, comme la société française, ont pris et l'ont inscrit dans leur loi un certain nombre de décisions sur la question de la valeur de la vie humaine. Et en particulier, dans la loi française, comme dans d'autres systèmes législatifs, l'idée qu'aucune forme de vie ne vaut plus que d'autres la peine d'être vécue est vraiment inscrite et se traduit très concrètement dans les modalités de la décision médicale. Il n'y a pas de hiérarchisation entre les diverses formes de la vie humaine. Or, ce qu'on a pu constater au fil des 70 dernières années, c'est que cette orientation, elle a petit à petit été rendue explicite, et elle ne va pas sans tensions qui sont exprimées par les professions médicales, par les personnes malades, par leurs proches, par les futurs parents dans des contextes de procréation et dans des contextes de fin de vie.
Et il me semblait intéressant de reprendre à mon compte la réflexion qui est proposée par l'éthique du Caire, donc cette idée de soutien à la vie, et aussi une autre idée qui est exprimée corrélativement par les auteurs de cette éthique, qui consiste à dire que on soutient la vie pour que les gens vivent aussi bien que possible. Et en fait, cette expression de vivre aussi bien que possible est intéressante et elle permet de réinvestir cette question de la valeur de la vie, et du fait de savoir si on continue en fait à prôner une éthique de toutes les vies se valent, toutes les formes de vie se valent, ou si l'on accepte que dans certaines décisions médicales, il y ait un critère de hiérarchisation des formes de vie. Et je pense que dans la question de la pandémie que nous avons, dont nous avons été non pas pas seulement les témoins, mais aussi les victimes et en tout cas les parties prenantes, nous avons vu apparaître dans un certain nombre de débats publics des réflexions sur le tri dans les hôpitaux, sur pourquoi sauver toutes les vies à tout prix et peut-être à ce moment-là clore des espaces de vie liés à la culture, à l'éducation, etc. Qu'est-ce qu'on faisait pour l'économie, etc., qui remettait vraiment au centre de la discussion cette question de quelle vie vaut la peine d'être vécue et est-ce qu'il y a des formes de vie qui valent plus la peine d'être vécues que d'autres. Dans la réflexion aussi que j'ai essayé de développer, ce qui m'a particulièrement intéressée, je dirais, dans l'éthique du Caire, c'est aussi cette attention que j'évoquais tout à l'heure aux formes du soin, parce qu'il me paraît particulièrement frappant, donc suite à ces observations en contexte médical, que venir en soutien à la vie ne va pas toujours de soi lorsqu'on essaye de prendre soin d'un malade, au sens où il faut parfois ruser, en fait, pour soigner avec le patient. Et ça, beaucoup de témoignages d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins vont le dire, parce que certains patients vont refuser le soin, ne vont pas aller dans le sens du projet thérapeutique proposé par l'équipe médicale, ne vont pas entrer en fait dans la relation de soins telle que l'éthique du Caire permet de l'envisager. Donc il y a aussi toute une réflexion à mener, je dirais, sur ce qu'on peut appeler les ajustements du Caire, les ajustements du soin, et qui peuvent aller effectivement jusqu'à des conflits en fait éthiques entre les personnes soignées, les personnes soignantes, ou au sein d'une seule et même équipe médicale, entre des proches et des personnes soignées, etc. Donc il y a bien aussi tout un espace en fait de réflexion sur ces ajustements du Caire. Et puis, un dernier point qui m'a intéressée dans l'éthique du Caire, c'est l'aspect que j'évoquais tout à l'heure sur l'ouverture à une réflexion sur le vivant et sur le lien au vivant en général, et pas seulement aux êtres humains, puisque un des enjeux tout à fait majeurs contemporains pour l'éthique pour la médecine aujourd'hui, c'est bien de savoir comment elle s'inscrit dans une réflexion en lien avec l'idée de santé planétaire. Bon, c'est une idée qu'on a trouvé formulée justement dans les réflexions sur la pandémie. J'y reviendrai peut-être, mais en tout cas, il y a tout un enjeu aujourd'hui pour la médecine de savoir si elle embrasse ou si elle adopte cette perspective d'une santé planétaire. Et dans cette perspective-là, un certain nombre de réflexions montrent qu'il y a des implications pour l'organisation des politiques de santé, mais aussi pour la manière dont on soigne les êtres humains et comment on se relie en interdépendance donc avec les autres espèces animales et le vivant en général. Voilà, donc c'était un petit peu donc les différents volets qui m'ont semblé être révélés, je dirais, dès lors qu'on chausse des lunettes liées à l'éthique du Caire pour caractériser des questionnements qui traversent en fait l'histoire de la médecine et de la société française depuis 70 ans. Environ, je pense depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui représente non pas une coupure absolue par rapport à ce qui se passait avant, mais quand même un moment de butée à partir duquel on a non seulement réorganisé le système hospitalier français, la sécurité sociale, etc., mais où aussi on a pris des décisions sur cette notion de valeur de la vie. Alors, peut-être
Ce que je voulais faire aujourd'hui en votre compagnie, c'est non pas balayer tous ces questionnements, mais peut-être m'intéresser à deux d'entre eux plus particulièrement et commencer avec vous à aborder cette question des ajustements en fait du soin dans le contexte médical. Alors, cet ajustement, il peut porter sur des gestes, sur des pratiques, sur la position qu'on l'on assume dans la relation, sur les objectifs aussi du soin. Et on observe qu'il s'opère pour rendre le soin possible ou le maintenir, mais aussi peut-être pour l'interrompre au moment où le poursuivre deviendrait problématique sur un plan éthique. Et dans certains cas, on voit bien qu'il s'agit de poser des limites avant que le care ne devienne, ou le soin ne devienne malfaisant à force de vouloir s'exercer, même si l'on parle mal à propos de retrait du soin pour indiquer en réalité le passage d'une démarche curative à une démarche palliative dans le cas des situations de fin de vie. Ces ajustements, ils se font jusqu'à un certain point de façon harmonieuse, mais ils peuvent, comme je l'ai dit, être associés à des conflits entre des visions antagonistes de ce qu'est le bon soin, la bonne manière de prendre soin, et puis des situations dans lesquelles finalement les visions du soin et de sa finalité divergent. Alors, ce qui est tout à fait intéressant à observer dans les pratiques médicales contemporaines, c'est que cet ajustement, il peut être opéré par des personnes, il peut être opéré par des services tout entiers à leur propre initiative, mais il peut être aussi encouragé ou pas, organisé ou pas par les institutions de soins. Donc là, je vais surtout me baser sur des exemples ou des situations relatives à des personnes et à des services plus qu'à ce niveau macro-organisationnel, mais je pense qu'il est vraiment important effectivement de garder à l'esprit qu'en arrière-plan, il y a à penser aussi des politiques de santé et des formes d'institutions qui vont empêcher ou rendre facile et permettre ces ajustements. Alors, ce que disent en fait les soignants, les infirmières, les médecins, c'est que ces ajustements apparaissent comme des réponses à des situations de soins dans lesquelles en fait ils se vivent comme contraints de faire un pas de côté en fait par rapport à leur routine habituelle pour pouvoir prodiguer ce qu'ils estiment être des bons soins. Un pas de côté éventuellement par rapport à des procédures en vigueur, par rapport à de la déontologie professionnelle, par rapport à leurs principes en termes d'éthique du soin, mais ils le font de façon délibérée dans la finalité de continuer à soigner. Alors, une des choses qui a été mise en évidence dans cette réflexion sur les ajustements du soin, c'est que pour soigner les malades, il faut peut-être commencer par connaître leur expérience vécue de la maladie, et que dans certains cas, cette expérience renvoie à une forme d'instabilité et d'évolution liée au cours même de la maladie. C'est particulièrement le cas dans les situations de maladies chroniques où on voit des évolutions, des irrégularités, des bouleversements de rythme et où le médecin travaille beaucoup la relation avec le patient pour apprendre aussi à connaître son existence et son point de vue, son expérience sur la maladie. La capacité d'ajustement, elle paraît aussi fortement mobilisée dans les contextes de fin de vie que j'évoquais tout à l'heure, notamment eu égard, mais pas seulement, au fait que il y a une complexité très observée dans le rapport à la mort lorsqu'on sait la fin de vie proche. Je vais prendre un exemple, quelques exemples parmi d'autres. Hervé Guibert, qui est un écrivain français qui a témoigné à travers plusieurs récits autobiographiques successifs dans les années 80 de son expérience de la maladie du sida. Et il explique comment, à un moment où il arrive particulièrement proche de sa fin de vie, alors qu'il est déjà malade depuis plusieurs années, que le désir de vivre s'est exprimé extrêmement fortement. Il dit la chose suivante, arrive un moment, est arrivé pour moi en tout cas, ce moment où l'on se fiche complètement de son taux de T4, dont on a pourtant suivi l'évolution, les hauts et les bas, les effondrements et les redressements spontanés 2 ou 3 ans durant, comme le plus grand des suspens, le suspense crucial. Je ne veux plus savoir où j'en suis, je passe quelques lignes, après avoir tant rêvé à la mort, dorénavant, j'ai horriblement envie de vivre.
Et ce témoignage, en fait, il n'est pas rare, en fait. Il n'est pas rare en réalité, qui témoigne donc de ce moment de grande ambiguïté, de grande complexité dans l'évolution du rapport à sa fin de vie. Et donc, il requiert effectivement des formes d'ajustement des équipes médicales ou des proches qui entourent le malade. Dans son récit autobiographique, il va ainsi expliquer que le médecin qu'il a suivi de façon extrêmement bienveillante au fil de ces années, il ne peut plus le voir, il a besoin d'un autre type de médecin, et ça pose la question effectivement de ce qui a été qualifié par un philosophe de la médecine, de l'enjeu de l'harmonie dans le couple médecin-malade. Je prendrai un autre exemple emprunté aux travaux d'une psychologue qui s'appelle Pascale Molinier, qui a fait des enquêtes dans une maison de retraite et qui montre comment des soignantes et des personnels de cette maison de retraite, en fait, se posent la question de cet ajustement de façon extrêmement concrète et parfois acceptent de sortir du cadre de leur profession, de leur procédure pour pouvoir continuer à prendre soin des personnes qu'elles ont donc sous leur garde. Et par exemple, une des choses qu'elles ont réfléchi avec cette psychologue, c'est que elles sont tentées, dans certains cas un peu compliqués, de refus de soins, etc., de prendre modèle sur leur relation familiale, privée, affective. Par exemple, l'une d'entre elles témoigne en disant « Je la traite comme ma mère » à propos d'une résidente. « Je fais comme chez moi », alors que leur hiérarchie explicitement rejette le fait qu'on puisse prendre modèle sur des relations privées pour pouvoir accomplir un travail. Autre exemple tout à fait frappant dans l'enquête qu'elle a menée, c'est à propos d'un résident qui avait tendance, donc qui est appelé Monsieur Georges dans le travail de Pascale Molinier, et qui a tendance, quand on le lave, à toucher en fait le corps des aides-soignantes. Donc l'alternative là, elle est extrêmement claire, soit ce monsieur est lavé, etc., et elles sont obligées d'accepter qu'il les touche, soit elles ne peuvent pas en prendre soin, elles ne peuvent pas le laver, et à ce moment-là, effectivement, elles ont estimé qu'elles préféraient être dans une forme de compromission morale pour pouvoir continuer à prendre soin de ce monsieur. Donc, 2 exemples parmi d'autres empruntés à des situations très différentes qui montrent effectivement qu'il y a constamment des ajustements par rapport à un malade, ou une malade qui est dans une relation extrêmement dynamique par rapport à sa maladie, ou une personne qui est dans des formes de dépendance, dans un état tel qu'il va parfois se comporter, ou elle se comporter, de manière à ce que les aides-soignantes soient confrontées à une sorte de limite et une décision à prendre sur les manières de continuer à prendre soin des personnes. Alors, ce qui est aussi tout à fait important dans cette réflexion sur les ajustements du soin, c'est justement d'être conscient des zones de conflit et jusqu'où en fait ces différents ou ces tensions peuvent aller. Aujourd'hui, ce que l'on voit aussi apparaître de façon récurrente, notamment pour des personnes qui ont des troubles neurocognitifs ou neurodégénératifs, c'est des situations où les équipes de soins sont amenées à se demander si elles vont recourir à la contrainte, à la contention, pour empêcher une personne malade de se blesser ou de blesser autrui, et ceci afin de ne pas interrompre les soins. Donc on voit bien qu'il y a des situations limites en fait, où le prendre soin peut très vite basculer vers des formes d'action que l'on pourrait qualifier de maltraitantes ou de violentes à l'égard des personnes. Donc il y a ce type de situation limite, et au-delà de ce type de situation limite, il y a, pour revenir à ces questions de fin de vie, des désaccords moraux importants, et je pense que le débat qui s'ouvre aujourd'hui dans la société française va encore permettre de rebalayer ces désaccords moraux importants sur la bonne manière d'accompagner la fin de vie. Et aujourd'hui, en France, même si les choses ont beaucoup évolué dans l'opinion publique, dans la manière dont chacun appréhende les choses, et puis au sein des professions médicales et paramédicales, on voit toute une gamme en fait de prises de position avec des personnes qui vont être en opposition à l'idée
des personnes qui vont arguer du fait que l'hôpital français serait traversé par une vision très normative de la mort, qu'il faudrait appliquer une même ligne de soins palliatifs pour tout le monde, et qui s'opposerait en fait à des personnes qui seraient dans l'idée d'un choix de sa propre mort. Donc vous voyez qu'il y a toute une gamme effectivement qui peut se retrouver confrontée au chevet du patient d'une gamme de positionnements moraux allant du fait d'accorder la plus grande autonomie à la personne dans la manière dont elle appréhende sa mort, à un accompagnement qui prend des formes finalement dont la personne n'a pas décidé elle-même. Et puis traverse aussi cette réflexion sur la fin de vie toute une discussion éthique sur la manière dont on doit accorder de la sollicitude à ces personnes. Est-ce que ces personnes doivent être accompagnées peut-être contre leur propre prise de position, ou alors doit-on les suivre jusqu'au bout dans leur manière dont elles envisagent leur fin de vie? Il y a des accords importants. Alors, je dirais que en dehors de ces cas limites et en dehors de cette question de la fin de vie qui forcément radicalise très fortement les positions morales, il y a aussi une réflexion qui se développe aujourd'hui sur la nécessité d'un ajustement beaucoup plus profond de l'exercice de la médecine et nécessité d'un ajustement qui tiendrait au fait que la médecine est confrontée à des échecs de guérison dans certaines par rapport à certaines pathologies ou dans certaines situations. Et je voudrais, pour illustrer ce propos, m'appuyer sur la réflexion d'un médecin américain qui s'appelle Atul Gawande, qui explique dans un ouvrage publié en 2014 qu'il, n'a pas été préparé à partir de son cursus d'études, sinon de façon très superficielle, à soigner des personnes âgées et à prendre en charge la fin de vie de ses patients. Pourquoi ? Parce que, dit-il, il a été formé comme médecin dans la croyance de la science moderne à prolonger la vie, à guérir toutes les maladies, etc. Et au moment où il développe cette réflexion, il est au contraire de cela confronté à des échecs, à l'allongement de la durée de vie, qui est un phénomène démographique de société, mais allongement de la durée de vie qui se marque chez certaines personnes par la multiplication des pathologies, l'entrée dans la dépendance, etc. Et en fait, il explique s'être trouvé démuni tant qu'il était finalement dans l'exercice de son métier arrimé à l'objectif de guérison. Et il va développer une toute autre façon de voir les choses pour proposer ce qu'il estime être un soin adéquat aux personnes vieillissantes et aux personnes en fin de vie. Je vais citer un passage de sa réflexion parce que je trouve qu'il exprime les choses de façon très claire. Il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps avec les personnes âgées ou les malades en phase terminale pour constater que la médecine laisse souvent tomber les personnes qu'elle est censée aider. Les derniers jours de notre vie sont consacrés à des traitements qui abîment nos cerveaux et nos corps pour une chance infime d'en tirer profit. Ces personnes sont passées dans des institutions, maisons de retraite, unités de soins intensifs, où des routines régimentaires et anonymes coupent de toutes les choses qui comptent pour ces personnes dans la vie. Notre réticence à examiner honnêtement l'expérience du vieillissement et de la mort a accru le préjudice que nous infligeons aux gens et les a privés du confort de base dont ils avaient le plus besoin. Faute d'une vision cohérente de la façon dont les gens pourraient vivre avec succès jusqu'au bout, on retrouve cette idée de vivre aussi bien que possible, que j'évoquais tout à l'heure, nous avons laissé nos destins être contrôlés par les impératifs de la médecine, de la technologie et de la technologie. Alors, dans cette perspective qu'il ouvre, Atul Gawande explique qu'il va, lui, s'engager de façon très délibérée dans ce qu'il appelle des conversations difficiles avec ses patients, dans le fait de proposer aux patients selon ce qu'ils souhaitent le plus, de rester à la maison, d'aller en institution, etc., mais finalement d'établir la jauge que ces personnes estimeront raisonnable entre des soins médicaux intensifs qui finalement continuent d'une certaine manière à viser la guérison
et un retrait de certaines formes de soins qui va permettre à des personnes de vivre, certes malades, certes entrer dans la dépendance, mais malgré tout dans une forme de vie qui leur convient. Et il cite comme exemple un couple, donc avec un monsieur qui s'occupe de son épouse à domicile, en soulignant le fait que n'importe qui de bien portant dans la force de l'âge observerait la forme de vie de ce couple qui finalement a une vie très centrée sur son espace domestique, se déplace peu, etc., avec une dame très malade, considérait que la situation est catastrophique et que cette vie ne fait pas de sens. Eh bien, au contraire, il souligne que tant que le mari estime pouvoir s'occuper de son épouse à domicile, eh bien, c'est une forme de vie qui vaut la peine d'être vécue, en particulier dans ce duo de couple, et qu'il convient de la respecter en tant que telle. Donc, c'est vraiment cette idée, effectivement, d'une forme de vie quelle qu'elle soit, qui, une fois qu'elle est d'une certaine manière acceptée, voulue par la personne, doit être respectée, en dépit et en rejetant finalement l'objectif de la guérison ou d'un mieux-être médical. Alors cette perspective, en fait, elle est intéressante et elle n'est pas complètement nouvelle, même si je me suis appuyée sur cette réflexion, parce que elle renvoie en fait à des réflexions qui ont été menées dans l'entre-deux-guerres ou après la Seconde Guerre mondiale autour de l'idée que les êtres malades, y compris de maladies dont ils ne guériront pas, ont quand même des formes de vie ou des latitudes de vie, c'est l'expression qui est employée par le philosophe Georges Canguilhem, qui doivent être respectées en tant que telles, sans être arrimées à des objectifs médicaux. Et que l'objectif de la médecine, face à cela, doit changer. Il ne doit plus être de guérir, mais il doit être de faire en sorte de créer un milieu de vie adapté à la personne qui ne guérira pas de sa maladie. Donc un milieu de vie au sens très spatial du terme, mais pas seulement spatial, un milieu de vie social, un milieu de vie médicalisé éventuellement, mais en tout cas pas de façon à viser la guérison. Et finalement, de faire en sorte que ces personnes puissent avoir ce qu'un autre philosophe et psychiatre a appelé un rapport ordonné au monde et à autrui, par opposition à un rapport d'angoisse qui dominerait la personne parce qu'elle se sent inadaptée au monde, parce qu'elle se sent en décalage par rapport aux finalités qu'on lui impose. Alors ça, c'est un point effectivement tout à fait important à mon sens, que peut aider à penser l'éthique du care, c'est-à-dire des ajustements qui vont jusqu'à reconsidérer la finalité que la médecine et que la société accordent à la médecine. Non pas seulement d'accompagner et de guérir quand cela est possible, bien sûr, de faire retrouver la pleine santé aux êtres humains, mais aussi être à même d'accompagner médicalement les personnes de façon à ce qu'elles vivent aussi bien que possible, même si cet aussi bien que possible n'est pas un état optimal de santé aux yeux de certains. Alors, je dirais que cette perspective, elle est aussi importante par rapport à des développements contemporains de la médecine, dont on peut dire quand même un petit mot, même si ça nous éloigne de ces questions de fin de vie et de personnes vieillissantes, parce que aujourd'hui, avec tous les développements des connaissances liées à ce qu'on appelle la médecine prédictive, notamment fondée sur la médecine génomique, de plus en plus, en fait, on a une vision d'une personne qui, si elle fait une analyse, un diagnostic génétique, non seulement peut découvrir une maladie qu'elle va contracter peut-être plus tard, à l'avenir, et d'une certaine manière, si on tire ce fil, est quelque part toujours déjà malade ou potentiellement malade. Donc, à partir de cette perspective, en fait, même si la pathologie n'est pas advenue, même si elle est invisible, la question qui se pose, c'est comment l'on peut vivre en étant toujours sujet déjà à des maladies.
Donc, je ne vais pas tellement développer ce point parce que j'aimerais bien revenir, si vous le voulez bien, au second point que peut-être je voulais développer avant que nous puissions échanger et discuter. Donc, je vous avais parlé effectivement de cette question des ajustements du soin comme un des points que l'éthique du care permet de penser. L'autre chose sur laquelle je souhaitais revenir ce soir, c'est cette question du soutien à toutes les formes de vie humaine et revenir à cette question de la valeur de la vie et de la manière dont elle est posée aujourd'hui médicalement. Alors, je voulais y revenir parce que je pense que la pandémie à laquelle nous avons assisté et par laquelle nous avons été traversés constitue un contexte dans lequel cette question s'est posée de façon vraiment extrêmement forte. Et je voulais essayer de thématiser un peu la manière dont cette question s'est posée. Alors, avant de rentrer dans ce sujet, ce que je voudrais souligner, c'est que cette question des formes de vie, de la légitimité de toutes les formes de vie humaine, elle ne s'est pas posée seulement récemment. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a été posée dans un certain nombre de contextes médicaux, toujours au chevet d'un patient, alors que la pandémie met en jeu des populations tout entières, et notamment dans divers contextes médicaux, celui du diagnostic préimplantatoire, celui du diagnostic prénatal, celui de la décision d'interruption de grossesse, et si on passe à l'autre, un certain nombre de décisions en réanimation et des décisions effectivement liées au passage à des démarches palliatives en fin de vie. Ou parmi d'autres éléments de réflexion, les équipes médicales, les proches, les patients, quand ils sont à même de s'exprimer, mobilisent de façon récurrente l'idée que telle ou telle vie vaut la peine d'être vécue ou ne vaut plus la peine d'être vécue ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a des discussions éthiques qui se sont structurées autour de cette question. Ce que je trouve... qui ont été, en fait, dès les années 60, se sont structurés autour d'une vision double de la vie, en fait, de la vie humaine, avec, d'une part, une conception de la vie humaine comme vie, je dirais, biologique, par opposition à une vie biographique ou une vie personnelle, double conception que l'on retrouve aussi à travers d'autres façons d'exprimer les choses. L'idée d'une vie qui serait dotée d'une valeur intrinsèque, quel que soit en fait son état, quelle que soit sa forme, ou au contraire une conception de la vie dotée d'une valeur extrinsèque au sens où pour avérer la valeur d'une vie, on devrait d'abord s'intéresser à ce que cette vie rend possible en termes de capacité, de jouissance, de plaisir, de réalisation de projets. Donc dès les années 1960, dans le monde, pas particulièrement en France, il y a eu cette double conception de la vie. Soit on la dote, quel que soit son état et sa forme, d'une valeur absolue et ça ne se discute pas, soit au contraire, on discute de la valeur de la vie en fonction de ce qu'elle rend possible, de ce qu'elle permet, etc., etc. Alors, donc moi, je ne vais pas revenir sur cet aspect-là aujourd'hui, mais j'avais effectivement, dans un ouvrage antérieur, travaillé sur cette question dans la décision au chevet du patient. Ce qui m'a paru particulièrement frappant au moment et dès le début en fait de la pandémie, c'est la manière dont le contexte de la pandémie rejouait cette réflexion sur la valeur de la vie. Alors, il l'a rejoué de différentes manières. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement la question du tri qui a été discuté dans l'espace public. Et il l'a été aussi dans les décisions prises par tel ou tel gouvernement de chercher à sauver le plus grand nombre de vies possible ou accepter un certain nombre de pertes. Et dans les mesures politiques qui ont été prises, quand l'objectif était effectivement de sauver le plus grand nombre de vies possible, une conséquence
au moins pendant un certain nombre de mois, a été de mettre entre parenthèses ou de négliger certains aspects de la vie humaine qu'un certain nombre jugeaient essentiels. Et c'est en ce sens qu'on retrouve cette opposition entre l'idée d'une vie qui vaut de toute façon par elle-même versus une vie qu'il faut valoriser en fonction de ce qu'elle rend possible et de ce qu'elle permet. Alors, il me semble important de réinvestir ce sujet de façon un petit peu précise, avec finalement cette idée que peut-être la notion de vie elle-même échappe à toute définition univoque et que c'est peut-être précisément une notion qu'on investit de significations différentes sur lesquelles on ne pourra pas nécessairement se réconcilier. Alors vous vous souvenez sans doute que dès le début de la pandémie, dans plusieurs États, l'objectif de préservation des vies humaines dans leur plus grand nombre possible a été présenté comme un élément qui justifiait l'orientation des décisions politiques. Ça a été le cas de la France. Ça n'a pas été le cas de tous les pays. Par exemple, Boris Johnson avait assez tôt, à l'époque de ce qui correspondait à notre premier confinement, invité les Britanniques à se préparer à perdre des proches. C'est l'expression qu'il avait employée dans un discours. On pourra prendre d'autres exemples, mais il y a eu ce type de contraste où, au Brésil, le président Jair Bolsonaro, en fait, avait mis en cause les mesures de distanciation physique que certains États du Brésil prenaient, appelaient les gouvernements régionaux à lever les restrictions pour sauver l'économie. Et donc c'était l'objectif qu'il priorisait, et il avait déclaré en juin 2020 « Nous allons tous mourir un jour » pour justifier de sa mesure. Donc vous voyez que les États en fait ont pris des décisions extrêmement différentes. Et en tout cas, en France, la décision qui a été prise par le gouvernement, c'était effectivement de préserver le plus grand nombre de vies humaines possibles. Ça a été présenté comme une priorité quasi absolue dans le contexte de la pandémie et associé à cette formule du « quoi qu'il en coûte » qui a été donc caractérisé la gestion de la pandémie par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors, cette différence dans les choix politiques, elle n'est pas du tout anodine, elle est aussi liée, et ça a été quelque chose de très récurrent et même quotidien en France, liée à la décision de compter les personnes hospitalisées, compter les morts. On se rappelle que tous les jours, on avait effectivement pendant plusieurs mois droit à un compte. Et ça nous amène en fait à finalement très rapidement voir que deux choix politiques majeurs, un qu'on peut associer à ce que j'ai appelé la vie souffle, on va préserver la vie quelle qu'elle soit, le fait de vivre en fait, et on va essayer de le faire en tout cas, et puis le fait de privilégier au contraire d'autres choix politiques. Alors là où effectivement la pandémie est un contexte qui a permis dans lequel en tout cas ont été déployées différentes positions morales sur cette question de la valeur de la vie, c'est que on a vu que ces choix, donc y compris le choix en France, ont suscité un certain nombre de critiques. Alors, je balayerai rapidement ces critiques pour en venir à celle qui me paraît la plus centrale pour mon propos. Il y a eu des critiques factuelles, des critiques qui mettaient en cause la cohérence ou la véracité de l'objectif posé par le gouvernement de sauver le plus grand nombre de vies possible. Par exemple, le démographe Jean-Marie Robine a très tôt dénoncé le fait qu'on ne sauvait pas les personnes âgées qui étaient dans les EHPAD, en fait. Et donc, c'était effectivement contrefactuel d'affirmer que l'on cherchait à sauver le plus grand nombre de vies possibles. À l'échelle internationale, on a tous été témoins de la question de la course au vaccin et des attitudes des pays qui ont plus ou moins été solidaires des autres par rapport à cette question de sauver le plus grand nombre de vies possibles. Un deuxième enjeu, au-delà de la véracité ou de la cohérence des mesures prises, a été celui donc du tri, avec un soupçon assez tôt formulé d'une discrimination selon l'âge en service de réanimation qui a été énoncé à plusieurs reprises pendant le premier confinement.
de sorte que cette question du tri, qui à ce jour avait été très peu discutée publiquement, c'était vraiment une question qui était discutée essentiellement en contexte médical, est devenue un objet de discussion publique, que le Comité consultatif national d'éthique travaille sur un avis relatif à cette question du tri, et que ça a cristallisé effectivement le questionnement de savoir si on sauvait vraiment toutes les vies ou si on choisissait, et dans ce cas, quelle vie on choisissait. Avec évidemment une notion de tri qui, je dirais, ne contribue pas à débattre sereinement de la question, puisque ce mot, ce terme de tri, il a un sens tout à fait courant. On fait un tri comme on trie les perles rouges et les perles jaunes, sans nécessairement préférer les jaunes aux rouges, mais on peut aussi faire un tri entre des entités, des objets, fondés sur une hiérarchisation de celles-ci. La notion de tri en médecine est un peu plus complexe que ça. Elle repose sur une évaluation de la balance bénéfice-risque. Et cette question de l'évaluation de la balance bénéfice-risque, évidemment, elle n'est pas nécessairement extrêmement facile à déplier de façon concrète et précise lorsqu'il s'agit d'expliquer les choses abstraitement, puisque justement, cette balance bénéfice-risque, elle va être au cas par cas pour tel ou tel patient. Mais le fait est que il y a eu ce débat sur d'éventuelles formes de tri dans la société française de façon récurrente. Un autre point en fait qui a été beaucoup mis en avant pour dénoncer les limites de cet objectif gouvernemental par rapport à l'objectif de sauver donc le plus grand nombre de vies possible a été plutôt le fait de médecins, de professions médicales et même de certaines spécialités médicales qui ont aussi assez rapidement, mais de façon continue depuis 2 ans et demi, souligné que en privilégiant l'objectif de sauver le plus grand nombre de vies des personnes atteintes de Covid-19, on devenait négligent à l'égard d'un certain nombre d'autres prises en charge de pathologies. Et on a des cancérologues, des spécialistes des greffes, des pédiatres qui ont ainsi dénoncé le fait qu'ils ne pouvaient plus correctement prendre en charge leurs malades. Alors ça, c'est effectivement un volet de critique, mais celles qui ici m'intéressent le plus, c'est celles qui se sont formulées au nom d'une certaine conception de la vie valant d'être vécue. Alors, cette conception, en fait, elle ne souhaite pas se contenter de cette idée d'une vie souffle, et elle essaye de mettre en avant, et elle a mis en avant pendant la pandémie, un certain nombre d'éléments qui font, à ses yeux, la valeur de la vie. Alors, je vais essayer de restituer un petit peu cette conception-là. Je l'ai fait dans le livre à travers la référence à la philosophie d'Hannah Arendt, qui est donc une philosophe du XXe siècle, qui n'a pas spécialement travaillé sur la médecine, mais qui a beaucoup réfléchi à ce qui faisait la condition humaine et justement la valeur de la vie. Et on retrouve dans sa réflexion les éléments qui sont apparus dans les prises de position publiques, les avis d'éthique, un certain nombre d'avis de juristes aussi, et qui permettaient de mettre en avant une autre conception de la vie que ce que j'ai appelé la vie souffle, donc accrochée à certaines valeurs, à certaines activités. Ce que Hannah Arendt et cette conception ont mis en avant, d'une part, c'est que une vie qui n'est qu'une vie une vie qui ne fait que s'entretenir en consommant tout ce qu'elle produit, donc pour sa simple survie, n'est pas nécessairement une vie que l'on peut considérer comme valant d'être vécue. Un autre point que Hannah Arendt met en avant de façon très forte, c'est que pour elle, les êtres humains sont des êtres essentiellement liés à l'idée de pluralité, à l'idée de la relation, et que quand on les coupe des relations qu'ils entretiennent avec d'autres êtres humains, eh bien, ils perdent, à ses yeux, ce qui fait le sens de leur existence, qu'elle caractérise comme une communauté d'action,
qui peut être une communauté d'action réduite à des proches, jusqu'à la communauté d'action politique. Mais en tout cas, elle met au centre, effectivement, de sa conception de la vie valant d'être vécue, cette idée de la socialité, de la pluralité humaine que l'on déploie à travers des relations, des récits partagés, des activités partagées, des actions partagées. Et puis le dernier point qu'elle met en avant, et qui a aussi été l'objet de discussions extrêmement intenses en France et dans d'autres pays, c'est celui de l'éducation et de l'accès à la culture. Donc vous vous souviendrez effectivement de cette polémique autour des biens essentiels et des biens inessentiels. Eh bien, en fait, cette polémique, elle renvoie vraiment de façon très forte à sa vision de la place de la culture et de l'éducation dans la vie humaine, puisqu'elle défend l'idée que sans cet accès à la culture et à l'éducation, les êtres humains, et en particulier les enfants, ne peuvent en fait construire une vie valant d'être vécue. Donc, on voit bien à travers ces 3 éléments de caractérisation comment une autre conception de la vie que la vie souffle a été mise en avant tout au long des 2 dernières années et vient concurrencer une autre vision de la vie qui a pu fonder l'action d'un certain nombre de gouvernements. Alors, moi, ce qui me paraît intéressant de souligner, et peut-être que je m'arrêterai sur ce point pour ce rappel de la discussion du contexte de la pandémie, c'est que l'éthique du care dont je parlais tout à l'heure, en fait, elle ne définit pas la vie, qu'elle invite à soutenir. Alors, je vous ai dit qu'elle cherchait à promouvoir tous les gestes de soins qui permettent aux êtres humains et aux vivants de vivre aussi bien que possible, et jamais un seul instant elle ne définit ou elle ne borne une conception particulière de la vie. Je trouve que du point de vue éthique, du point de vue de la réflexion morale, ce point-là est particulièrement important parce qu'on voit bien que dans l'histoire politique, dans l'histoire des sociétés, en particulier confrontées à des pandémies, des choix sont faits, des orientations sont prises avec lesquelles on est d'accord ou pas d'accord, mais ce qu'il me semble important de maintenir, et c'est ce que fait cette éthique du care, c'est de souligner qu'il n'y a peut-être pas une seule bonne conception de la vie, une seule bonne définition de la vie à soutenir. Il y en a plusieurs, et toutes, d'une certaine manière, sont défendables et sont confrontables les unes aux autres. Et je pense que ça, c'est un point vraiment tout à fait central. On fait des choix, et on les fait tous à titre individuel, familial et social, mais ces choix ont une justification jusqu'à un certain point seulement, et en tout cas ne peuvent pas être pris pour des conceptions totalement absolues et non discutables de l'existence. Je pense qu'il est extrêmement important de garder une forme d'indétermination dans la réflexion sur ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue, ce qui fait la valeur de la vie, et de reconnaître qu'il y a une pluralité d'arguments qui peuvent être opposés les uns aux autres. Voilà. Donc, ça, c'est une conclusion, je dirais, qui permet de garder ouvert la discussion, qui permet de garder ouverte non seulement la discussion, mais aussi de la porter non seulement au chevet du patient, mais dans l'espace public, de façon à pouvoir confronter les différentes conceptions de l'existence humaine et de ce qui fait la valeur de l'existence humaine. Chose à laquelle donc la médecine aujourd'hui est confrontée de façon quotidienne au chevet du patient dans certaines circonstances ou dans les décisions de procréation, et évidemment a été confrontée de façon extrêmement massive et forte dans le contexte de la pandémie. Voilà, je m'arrêterai là en espérant que effectivement cette idée d'une éthique du care a fait écho à vos propres réflexions, et en espérant aussi que je vous ai convaincu sur cette idée qu'il faut maintenir très ouvert le questionnement sur ce qui fait la valeur de la vie, sans chercher à
trancher de façon trop forte dans un sens ou dans un autre, et sans surtout imposer à autrui ce qu'on considère être sa bonne conception de l'existence humaine. C'est plus facile à dire qu'à faire et à organiser dans un système de santé, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Voilà. Merci.